Ouais, concours. J'enregistre cette presse, donc vous aurez toutes les ressources à la fin. Sur qui je suis, je m'appelle Daniel Garnier. Je suis ingénieur chez Pivotal Labs ici à Paris. On travaille surtout avec des grands comptes pour faire des projets avec eux. On les fait venir chez nous, travailler aux côtés de nos ingénieurs, de nos designers, de nos product managers. À ce propos, comme de temps en temps on veut aussi travailler avec des startups, on fait un truc qui s'appelle Product Office Hours. Donc si vous avez une startup et que vous voulez des conseils, produits, etc., on vous invite à déjeuner une fois. On discute de votre problème le plus prégnant et nos PM, nos designers, nos ingénieurs peuvent bosser avec vous pour vous donner des pistes pour avancer. Le but, c'est pas du tout de vendre des trucs ou je sais pas quoi, c'est plus nous, en tant que consultants, de nous aérer un petit peu la tête et de faire des choses différentes. Vous pouvez me joindre par mail, vous pouvez me trouver sur GitHub et sur le Slack de concours des Garniers si vous avez des questions sur concours, c'est un Slack public. Donc ça va peut-être aller un peu vite. Faut pas s'inquiéter, on aura un peu de temps à la fin pour les questions. Vous pouvez toujours me recontacter et j'enregistre le top. Donc, c'est parti. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? D'abord, une petite présentation générale de concours. Quels sont les concepts sous-jacents? Comment ça marche? Donc ensuite, le fonctionnement, les détails un petit peu de ces concepts et comment ils s'articulent entre eux pour arriver à la solution à la fin. Les outils pour interagir avec concours. Et on va faire une petite démo juste de l'outil rapidement pour voir un peu comment j'utilise par exemple la ligne de commande avec un micro pipeline qui a un truc pour jouer quoi. Et ensuite on va faire le premier vrai pipeline enterprise grade, ça va être génial. Alors, concours, c'est un truc qui est né chez Pivotal en 2014. Pivotal a une partie Labs qui fait du consulting auprès des grandes entreprises, mais aussi une partie qui développe Cloud Foundry, qui est un plateforme as a service à déployer sur n'importe quel IaaS ou chez soi on-premise. Et donc ils avaient une insatisfaction à l'époque avec les outils d'intégration continue qu'ils avaient à leur disposition, que ce soit des outils hosted ou des outils genre Jenkins ou software as a service genre Travis. Et ils ont acquis pas mal d'expérience sur la technologie des containers. En travaillant sur Cloud Foundry, ils ont décidé de mettre ça à profit pour faire concours. Donc il y a quelques principes fondamentaux qui guident l'utilisation de concours. D'abord, container first, tout ce qui se passe dans concours va se passer dans un container. Donc il n'y a pas de pollution d'un state global sur un serveur. Je peux pas avoir un job qui va détruire des trucs, etc. Ensuite, les workers qui exécutent les jobs, ils n'ont pas d'état. En fait, ils vont récupérer leur état par des ressources externes. Donc c'est ce concept de ressources qu'on verra plus en détail. Ensuite, concours a été fait vraiment pour faire des pipelines, pas juste faire tourner un job, ça sert à rien de faire tourner concours pour faire ça. Et on verra comment ça s'articule avec les jobs, les ressources. Et enfin, plutôt qu'un outil où on clique, on configure des trucs, le choix de concours, c'est que toute la configuration est dans du code. C'est des fichiers YAML de config que je commit, et il n'y a que ça qui sert à faire tourner mon concours, donc je ne peux pas SSH sur le serveur, changer des bidules ou aller cliquer pendant des heures pour configurer comme je veux. Donc, qui utilise concours? Aujourd'hui, bien sûr Pivotal, ça a été développé pour Pivotal par Pivotal pour des besoins spécifiques. Pivotal sur Spring aussi, les équipes qui font Spring, la techno Java, utilisent concours aussi pour faire leur intégration continue. Aux États-Unis, on a quelques gros qui veulent bien parler de concours, donc il y a JP Morgan Chase, Ford, des trucs comme ça. Et en France, on a Orange qui utilise beaucoup concours, que ce soit pour l'intégration continue de projets un peu applicatifs ou pour le déploiement continu même de projets d'infrastructure. Donc par exemple, leurs équipes de données, j'ai lu ça tout à l'heure sur Twitter, qui déploient des MongoDB via concours. Alors, sous le capot, comment ça marche? C'est l'intégration continue de la Bosch Release. Ah, d'accord. Ils font pas un deploy après? Si, mais ça comprend un deploy parce que tu dois attester que la Bosch Release crée bien une infrastructure comme il faut. Et donc, vous pourrez aller voir Monsieur Glandon là-bas, qui est un expert de Bosch. Donc, sous le capot, 3 concepts pour concours, des ressources, des jobs et des pipelines. Donc, la ressource, c'est ce qui permet de stocker le state de mon truc d'intégration entre 2 jobs. Il y a plein de ressources qui sont supportées par l'équipe de concours. Donc, par exemple, il y a une ressource Git, il y a une ressource S3, il y a une ressource, je sais pas quoi, GitHub, etc. C'est tout dans des repos comme ça, et ça explique un peu comment configurer, quelles sont les options, est-ce que je veux regarder les tags pour la ressource Git, etc., etc. Il y a des ressources community, genre un truc pour s'intégrer à Slack, s'intégrer à Jira, etc. Et c'est vraiment une brique de base dans concours. Concours, avec une ressource, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 3 choses. Il va check, c'est-à-dire il va poller la ressource pour découvrir est-ce qu'il y a des nouvelles
versions qui ont été publiées de cette ressource. Donc par exemple, est-ce qu'il y a un nouveau commit sur mon Git? Ensuite, il va pouvoir faire un get, c'est-à-dire récupérer la ressource pour la rendre disponible au job et que le job puisse par exemple prendre mon code pour le compiler ou faire tourner les tests. Et enfin, il peut faire un put sur une ressource, c'est envoyer le résultat. Donc si j'ai fait une compilation dans un job, eh ben, je peux utiliser put sur cette ressource pour par exemple stocker mon artefact Java ou le résultat d'un build. Et en fait, c'est très simple à implémenter si on voulait le faire moi-même. C'est 3 scripts maximum, check, put et get, à mettre dans un container de son choix. Et pourquoi 3 scripts max? Par exemple, vous avez par exemple la ressource time ici qui permet de récupérer l'heure au moment où l'heure à laquelle se fait le build. Et ben, on se doute bien que le time, on ne peut pas put le time, quoi. On ne va pas set le time avec ce truc-là, c'est juste read only. Voilà. Donc un exemple de ressource, comment ça se traduit dans la configuration concourse? Donc il y a la déclaration, la définition de la ressource. Ici, j'ai un exemple, donc j'ai une ressource que je vais appeler backend repo, qui est de type Git, qui est à telle URI, et je lui dis, toi tu vas regarder les changements sur la branche master, et tu vas utiliser telle clé privée pour te connecter, par exemple, à ce repo. Et tu vas regarder dans mon repo seulement les dossiers CI et backend. S'il y a d'autres trucs qui changent, ça ne m'intéresse pas, parce que j'ai pas envie de builder le front, par exemple, avec ça. Et comment je l'utilise? Dans un job, je dis mon job qui s'appelle build backend, il commence par get la ressource qui s'appelle backend repo, il l'appelle repo, et il a un petit flag trigger qui lui permet de dire si la ressource change, démarre le job. Donc les jobs, puisqu'on en parle, c'est la deuxième brique de base, et en fait c'est juste une série d'étapes les unes après les autres. Il y a les tasks, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui nous permet d'exécuter du code dans un container de manière arbitraire, et on regarde le code retour de ce script qui va tourner dans un container. Si c'est 0, c'est que c'est passé, si c'est un code retour différent de 0, c'est que ma task a fait. Get pour récupérer les ressources, et donc comme on l'a vu, il y a un petit flag trigger qui peut dire quand Concourse détecte qu'il y a par exemple un nouveau commit, lance ce job-ci. Et on fait un put pour pousser vers des ressources. Donc un exemple de job, donc par exemple là mon job build backend, j'ai l'exemple complet, il a une première étape qui est get le repo du backend, il a une deuxième étape qui est build, donc ça c'est moi qui l'appelle build, et qui va utiliser tel fichier de configuration pour lancer un build, qui va être en gros, il dit tu tournes dans tel container, tu vas faire telles actions, etc., etc. Et à la fin, put, dans une ressource qui s'appelle backend bucket. Là, c'est un bucket S3 et je vais mettre par exemple mon backend compilé, mon artefact, je vais le mettre dans ce truc-là et il va le chercher dans l'output de lui. Dans le GUI, ça ressemble à ça. Bon, voilà, c'est très, très basique. Enfin, la dernière brique de concourse, ce vers quoi tout ça converge, c'est le pipeline. Le pipeline, c'est un assemblage de jobs qui peuvent tourner soit séquentiellement, soit en parallèle. Et tout le lancement des jobs est contrôlé par les ressources. Quand il y a une nouvelle version, ça va déclencher le nouveau job, un nouveau run d'un job. Et en fait, les pipelines, ça marche autour des ressources. Je ne dis pas le job A, il arrive après le job B. En fait, je dis le job A, il va produire une ressource 1, et le job B, il va venir consommer cette ressource 1, et je vais lui mettre une condition, tu lui dis, tu ne consommes la ressource que si le premier job a dit que cette ressource était OK. Donc toute l'information pour un pipeline, ça va dans un fichier de config, comme on a dit, et si on veut voir un petit sapin de Noël, un exemple de vrai pipeline de concourse, donc ça, c'est concourse eux-mêmes pour construire une ressource, voilà, c'est un pipeline de chez eux, et on peut faire des choses très, très, très compliquées. On peut, est-ce qu'il faut, c'est une autre question. Mais toute la puissance va s'exprimer dans ces gros pipelines. Enfin, le user interface que je viens de vous montrer, c'est immutable. On ne peut rien changer dedans, je ne peux pas me connecter, cliquer, changer des trucs, cocher des options, décocher des options, tout est dans mon pipeline. Pour interagir avec Concourse, par exemple pour changer mon pipeline, je peux utiliser l'outil en ligne de commande qui s'appelle Fly, qui vient avec Concourse, et en gros ça me permet de faire un set pipeline par exemple. Tiens, update mon pipeline et prends telle nouvelle config. Je peux faire trigger job, démarre le job qui s'appelle backend build par exemple. Et ensuite, il y a des petites commandes sympas pour m'aider à développer et à débugger. Donc il y a par exemple fly execute. Je vais envoyer au worker de concours, je vais dire tiens, telle tâche, pas tout le pipeline, juste le build, prends telle tâche, exécute-la et envoie-moi les outputs de cette tâche-là. Et comme ça me permet, par exemple, si j'ai un script complexe qui fait plusieurs étapes
à la suite pour produire quelque chose, et ben ça me permet de débugger mon script sans avoir à faire un commit, un autre commit, plein de commits jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui marche. De la même manière, il y a un truc qui s'appelle Fly Intercept ou Hijack que je peux utiliser pour aller rentrer dans un des containers. Donc exécuter un shell, et là du coup je peux aller me balader dans le container, voir comment il est configuré, et voir bah oui, l'image Docker elle n'a pas ça d'installer, donc c'est normal. Et pour l'installer, je vais faire comme si, ok ça marchera, donc je vais updater mon pipeline, etc. Bon, l'architecture de concours, c'est un sujet assez vaste, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, par construction, il y a vraiment deux parties. Il y a la partie web, qui est tout le cerveau de concours, qui schedule les jobs, qui connaît l'agencement des jobs, etc. Et il y a la partie worker, avec un Garden. Garden, c'est un truc, c'est un RunC, c'est une implémentation de RunC, donc c'est Docker si on veut. Donc en gros, le truc qui fait tourner des workers, donc lui il dit bah tiens, fais-moi telle tâche, et lui il exécute, il lui renvoie les résultats. On peut en parler plus en détail après si vous voulez. Donc voilà, ça c'était pour le gros de la présentation, et maintenant on va faire un petit peu de code. Hop. Vous me dites si vous voyez correctement là, ça va? C'est un peu... Ok. Donc là je vais fermer ça, et j'ai un concours qui marche ici. Et donc là je vais commencer à interagir avec mon concours. Et je vais lui créer, donc là il me dit, t'as pas de pipeline, parce que je viens de le démarrer. Et donc je vais lui dire, bah, crée-moi un pipeline. Avec l'outil, en ligne de commande fly. Fly, il faut toujours lui donner une target. Je lui dis, bah, toi tu vas voir tel concours. Comme ça me permet d'avoir plusieurs instances de concours à manager, etc. Donc là, j'ai ma target, elle s'appelle CI, parce que c'est rapide et facile à taper. Et je vais lui dire, tu vas me set un pipeline, tu vas déclarer un pipeline. Le pipeline, on va l'appeler par exemple ping pipeline. Et la configuration, tu vas la trouver dans tel fichier. Il s'appelle 0ping. Et donc, voilà un exemple de job de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est un job très simple qui s'appelle ping, qui a une tâche dedans. Cette tâche, on lui dit, ta config, c'est ça. Et la config, c'est quoi? C'est sur quoi elle va marcher, donc sur quel type de plateforme. Ça peut être du Windows, ça peut être du Linux, ça peut être du Mac, mais c'est un peu acquis. Dans telle image Docker, donc là, c'est une image Alpine, qui est une image très légère. Et je lui dis, bah, tu vas runner un truc, et tu vas utiliser l'exécutable binping, et tu vas lui passer les arguments google.com, c'est count-1. Donc il va pinguer une fois google.com. Si ça réussit, il va me dire j'ai réussi. Donc je lui dis yes, et il me dit voilà, ton pipeline a été créé. Et du coup, ici, j'ai mon pipeline, je l'active, et il se passe rien. Parce qu'en fait, il n'y a pas de ressources là-dedans pour démarrer le pipeline. Alors je peux trigger le job à la main. Et je vous ai menti en disant que c'était immutable. Le seul truc que je peux faire là-dedans, c'est trigger les jobs. Je peux le faire aussi en ligne de commande. Et donc là, on va regarder ce qui se passe quand le premier job du pipeline se met en route. Bah D'abord, il commence par pooler l'image Alpine pour faire tourner le job. Ouais, si ça va le faire. Voilà, donc il pool mon image Alpine. Ok, et là il crée un container, ça va un peu vite. Et dedans, eh ben, il va pinguer google.com une fois. Et ce truc-là, bah, il me sort un code retour 0. Donc c'est que le job a marché et mon pipeline, il est très content. Voilà. Bon, c'est un pipeline, un job sans ressources. C'est pas super intéressant. Avant de passer à un vrai pipeline, je vais vous montrer quand même un truc. C'est comment exécuter des jobs à la main. Et on fait ça avec des fichiers de tâches. Donc plutôt qu'avoir un pipeline de 15 000 lignes, je vais mettre chacune des tâches un peu compliquées avec le ping, etc. Je vais les mettre dans un fichier. Et du coup, je peux dire à concours, tiens, exécute-moi la tâche qui a la configuration qui est dans task et qui s'appelle simple ping. Donc si on regarde cette config, ça correspond vachement au pipeline que j'ai fait. D'abord, il y a la plateforme, l'image Docker sur laquelle je lance mon job, et ensuite il y a la commande. Et donc je peux lui dire, tiens, exécute-moi ça, et ça c'est vraiment, ça n'a aucun impact sur rien, c'est juste, je prends un peu de temps du worker pour qu'il me fasse un job. Et pouf, je lui envoie TCI, execute, et telle tâche. Et il envoie la tâche à concours, qui fait exactement ce qu'il a fait là-dedans. Alors c'est allé assez vite, puisqu'il n'a pas poolé l'image Docker, il l'a en cache. Il a la dernière version, comme ça évite de faire trop de bêtises. Et là il me répond, succeeded, ta tâche a marché, donc peut-être que je vais utiliser ça dans un pipeline. Maintenant, il y a des tâches un peu plus compliquées, puisque là on n'utilise pas de ressources, on n'a rien de très folichon là-dedans. Donc là voilà une tâche complexe, avec toutes les façons dont on peut la configurer. Une tâche, elle peut avoir des inputs, et donc je vais dire, je vais l'appeler input dir. Elle peut avoir des outputs, c'est là où je vais mettre mes sorties, donc je peux en avoir plusieurs. Ça c'est du YAML, si je voulais en mettre plusieurs, j'en mettrais un deuxième. Les tirets c'est un tableau là, name toto.
Et elle peut avoir des paramètres qui sont en fait des variables d'environnement qui vont être disponibles dans mon container pour mes jobs et que du coup je peux passer de l'extérieur. Et du coup celle-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser la ligne de commande, le bash, en fait le hash de Alpine, c'est le bash mais plus simple, et tu lui passes la commande suivante, tu vas pinguer un certain nombre de fois que moi je vais te donner, et tu vas lire, pour savoir qu'est-ce que tu vas pinguer, tu vas lire le fichier qui est dans inputdir/adresse.txt, et tu vas mettre les logs dans outputdir, output.log. Comme ça va me permettre de te passer un fichier adresse.txt avec ma config à tourner, et tu vas me rendre un fichier output.log. Donc, si on regarde, j'ai un truc dans TMP concourse. Là, j'ai un fichier in, enfin un dossier in, un dossier out. Dans out, il n'y a rien. Il y a adresse.txt dans in. Quelqu'un a une adresse à pinguer, à me donner une idée? J'ai google.com, c'est pas très intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose? Pivotal.io. Allez, hop, hop. Et donc là, je vais lui dire, bah, tiens, elle va m'exécuter cette tâche. Donc, exécute, pareil. Et tu vas m'exécuter la tâche qui s'appelle complex ping. Et tu vas prendre un input. Et l'input, qui s'appelle inputdir dans ma tâche, et ben tu vas lui mettre le dossier tmp concourse in. Et là où tu vas lui mettre un output à cette tâche aussi, où est-ce que tu vas mettre les résultats de la tâche? Et ben le résultat ce qui va être dans outputdir, tu vas me le mettre dans tmp concourse out. Et en plus, je vais lui dire, tu vas me faire 4 pings. Donc je passe une variable d'environnement. Et il balance tout ça à concourse. Paf, il me fait la tâche. Et là, j'ai pas les logs qui reviennent parce qu'en fait, il me le met dans output. Enfin, Daniel tmp concourse output. Donc il balance le truc. Il fait ses pings. Et si ça marche, ça marche. Alors là, ça marche pas. Il me dit, j'ai eu un code de retour différent de 0 de ping. Et là, on peut aller voir les logs. tmp concourse out. Et là, j'ai un output.log. Et dedans, j'ai les retours de ce truc-là. Et là, j'ai eu 100% de packet loss parce que ma connexion a foiré. Donc, bon. Ouais, c'est ça. Ou alors, mais j'ai la connexion. Bon, bref. Donc voilà, ça me permet un peu de débugger, de faire des builds, de regarder comment ça marche avant de committer tout ça. Ok. Là, commence à marcher concourse, les outils pour un là. Donc maintenant, on va faire un vrai pipeline. Hop, pour de vrai. Donc, en fait, je suis un développeur à une super startup qui développe une appli magnifique de To-Do, voilà, qui est ici. Et donc, par exemple, je peux faire des trucs dans ma To-Do et puis voilà. Et puis après, je peux faire mes actions les unes après les autres. Et grâce à une super campagne de marketing très intelligente sur Facebook, on a des investisseurs qui nous ont donné 15 millions de dollars pour scaler notre appli de To-Do. Et donc, le CTO il vient me voir et me dit tu vas avoir 12 nouveaux développeurs. Donc là, je me dis je ne vais pas pouvoir faire ça tout seul sur ma machine. On va faire un peu d'intégration continue. Et du coup, je vais construire mon pipeline petit à petit. Donc, allez, ma première brique, la plus facile, ça va être le back-end. Donc, je vais créer un nouveau pipeline que je vais appeler to-do pipeline. Et je vais lui dire, je vais lui donner un flag magique que je vous expliquerai après, keys secrets également. Et je vais lui dire, ton fichier de config pour ton pipeline, c'est pipelines, et il s'appelle un backend. Et je lui donne ce truc-là. Et donc, ici, c'est un pipeline un peu plus compliqué que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a deux choses. Il y a une ressource qui a été créée, qui s'appelle backend repo, qui est de type Git, qui va regarder la branche master, qui va regarder cette URI-là, donc ça c'est en local chez moi, qui va regarder ces paths-là dans mon Git. Donc par exemple, ça ne m'intéresse pas de builder le front-end, quand le front-end change, ça ne m'intéresse pas de rebuilder le back-end. Donc je ne vais pas regarder ce qui se passe là-dedans. Je vais utiliser telle clé privée. Vous pouvez prendre une photo, je l'effacerai à la fin du talk, et de toute façon c'est en local. Et j'ai un job back-end qui va avoir deux étapes. C'est un peu ce que je vous avais montré dans la presse. D'abord, tu me récupères le back-end repo, tu me le mets à disposition pour les autres jobs dans le dossier repo, et tu vas faire un build de cette tâche-là, de telle config. Ok, je lui fais ça, je lui lance le pipeline en attendant que... Voilà. Donc là, il est là. Donc, Concourse va poller la ressource, il va dire j'ai une nouvelle ressource,
Et quand il verra qu'il a une nouvelle ressource, il va démarrer le job backend. Le backend, il n'a jamais été fait, donc quand il va voir une ressource apparaître, il va dire ah ouais, ok, il y a un nouveau truc à faire, je le fais. En attendant qu'il fasse son build, on peut regarder un petit peu la tronche des tasks. En fait, ça ressemble vachement à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mon typing. Il y a un input, le repo, il y a un output, un dossier de build, que j'utilise pas encore pour l'instant, et la config, genre sur quoi je le fais marcher. Ici, vous remarquerez, j'utilise un registry Docker local. Comme ça me permet, moi, là, le backend, c'est une appli Spring, c'est compliqué, il y a plein de dépendances, etc. Faut Maven. Donc, je me fais mon image Docker, où je mets toutes les dépendances qu'il faut, et comme ça va plus vite. J'ai pas besoin de réinstaller les dépendances à chaque build, parce que sinon, ça serait chiant. Et du coup, je peux même être un peu méta et faire un pipeline qui regarde mon pom.xml pour dire quand il y a des nouvelles dépendances, refais l'image Docker. Bref. Et ensuite, il va utiliser bash et faire tourner le script shell qui est là, qu'on peut regarder, qui est juste un script shell qui fait un maven machin. Voilà, en gros, ça fait maven clean package, c'est-à-dire builder du Java, quoi. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé là, il a get le repo, il a fait ma tâche de build, il a poolé mon image Docker avec toutes mes dépendances, il fait un build, il fait des tests, à la fin il dit il y a 2 tests, il y a 0 failure, tout va bien. Donc j'ai ma première intégration, si je fais un changement sur du code, il va refaire tourner ce truc-là. Mais c'est pas très intéressant, parce que là je fais tourner les tests, bon, mais j'en fais rien. Du coup, je vais un peu utiliser ça et je vais stocker le résultat de la compilation et je vais le mettre à disposition aussi. Pour voir ça en ligne. Et du coup, je mets ça, la deuxième version de mon pipeline, ça va être un truc qui ajoute 2 ressources. Un bucket S3, où je peux stocker mon jar, donc comme ça je peux le récupérer. Quand ce truc-là a buildé un truc, il va me l'envoyer là-dedans. Et qui va pusher l'application, mon super microservice de backend de To-Do, sur un Cloud Foundry, le pass, machin, que j'ai en local. Comme ça, si Internet tombe, c'est pas grave, j'ai pas de problème pour l'envoyer sur Amazon ou sur Heroku. Et donc, je rajoute ces 2 ressources, et donc mon pipeline peut interagir avec. Et du coup, mon job backend, qui reste le seul, va interagir avec. Il va faire un put sur Cloud Foundry, donc il va uploader mon appli, il va la mettre à disposition, et il va faire un put sur Backend Bucket, il va prendre mon jar, il va le mettre sur S3. Alors c'est un faux S3 qui est là, qui s'appelle Minio, c'est un truc qui implémente l'API S3 en local. Comme ça, vraiment, je suis à l'abri de tout. Et donc, en attendant que tous ces trucs-là se mettent à jour, je le lance à la main parce que j'ai pas envie d'attendre qu'il détecte une nouvelle ressource. Donc je peux vous montrer un peu. Ça va publier. Je dis que c'est quoi? Ça va être sur To-Do. CI sfdev.io/API/to-do. Je crois que c'est ça. Donc il me dit la route n'existe pas parce que c'est pas encore publié. Donc lui il tourne. Il fait son truc, il a fait son build, le build est passé, et du coup il me publie la ressource. Là il me upload sur Cloud Foundry. Ouais, c'est pas léger. Hein. Voilà, il upload, il compile, il crée son container pour tourner dans Cloud Foundry. Encore plus de containers sur mon truc, j'aurais vraiment dû dire Docker, ça aurait fait venir des gens. Et donc, ok. Voilà, il attend que l'instance démarre, parce qu'il dit si l'instance démarre pas, c'est que tu as eu un problème de publication, et vous entendez mon laptop qui lévite. Voilà. Voilà, il a réussi à l'uploader, et du coup maintenant je peux curler ce truc-là, et voilà, mon appli répond, alors que ça n'existait pas tout à l'heure. Et il m'a pushé ça dans mon bucket, donc si je vais voir mon bucket qui s'appelle To-Do Backend, il y a un nouvel artefact qui a été compilé par mon job. Donc très bien, tout ça très intéressant. On va continuer, on va faire la même chose pour le front-end. Donc cette pipeline, d'ailleurs je l'ai là. Hop. Donc là, cette pipeline, on va faire la même chose avec le front-end. Je lui dis yes pour lui laisser le temps de builder tous ces machins pendant que j'en parle. Hop, le front-end, tiens tu démarres. Alors là, si on regarde un peu ce qui s'est passé, updater ce pipeline, ça lui a fait ajouter un repo qui en fait pointe vers le même repo. J'ai un mono-repo avec toutes mes sources dedans. Sauf que moi, je regarde un pass différent. Je regarde front-end parce que du coup, back-end, ça m'intéresse pas pour builder le front-end. Je rajoute un nouveau bucket pour mettre l'artefact. Et puis, le job, il ressemble quand même vachement au job back-end. Il get un repo, il exécute une tâche qui va faire des tests et un build. Il va pusher vers Cloud Foundry, il va pusher dans mon bucket.
Alors, si vous avez remarqué, il y a quand même des trucs qui se répètent un peu dans nos deux jobs, dans back-end et front-end. Par exemple, ma clé privée, c'est la même. Mon repo, c'est le même. Donc, comment je fais pour mutualiser ces trucs-là? En fait, j'utilise le fait que les pipelines sont faits en YAML. Donc, je regarde ici dans mon fichier pipeline, j'ai mon job back-end, mon job front-end. Et donc, ils utilisent par exemple un back-end repo, un front-end repo. Et en fait, si je regarde où ils sont, ici, j'ai deux ressources. Back-end repo, front-end repo, et vous voyez, elles ont une espèce de notation magique. Ça, c'est de l'expansion YAML, en fait, il va prendre la variable YAML qui s'appelle getConfig, et il va prendre toutes ces valeurs, et il va me les mettre là, et comme ça, je peux mutualiser. Donc, je me fais une petite section de config au début du pipeline, enfin, de la fichier de config du pipeline, getConfig, c'est telle URL, telle clé privée, telle branche, et là, vous voyez, il y a des curly. En fait, ça, c'est le flag magique que je vous ai dit, dont je vous parlerai tout à l'heure, load vars from. C'est en gros, il va prendre un fichier et il va m'injecter les variables qui sont dans ce fichier là-dedans. Donc, comme ça, je mets ma clé privée dedans. Alors, mettre ma clé privée dedans, c'est pas forcément le truc le plus intelligent à faire. Il y a des intégrations qui existent de concours avec des outils de sécurité, genre Vault pour stocker les mots de passe. Ok, donc là, les deux build, c'est bien, mais est-ce qu'on peut voir, est-ce que ça marche ensemble? Eh bien, on va faire des tests end-to-end. Je veux paginer, je veux là. Donc là, un test d'intégration des deux. Et je vais créer un nouveau job qui va choper un repo. C'est toujours le même repo, mais là, je vais regarder les tests end-to-end. En gros, quel est le code pour faire tourner mes tests end-to-end? Eh ben, il est dans tel endroit. Et il va avoir des steps. Il va avoir... Non, je vais le lancer parce que sinon ça va être long. Hop. End-to-end, start. Et donc, il va choper la sortie du back-end. Il va choper la sortie du front-end. Il lui dit en gros, je veux la ressource qui s'appelle front-end bucket et je veux qu'elle ait été validée par le job front-end. Et du coup, lui, il prend la ressource pour lui et il en fait quelque chose. Là, le test end-to-end, il en fait pas grand-chose en fait, parce que lui, il va aller taper sur Cloud Foundry pour tester s'il peut créer des to-do, etc. En fait, on va voir après pourquoi c'est intéressant de le passer comme ça. Et enfin, à la fin, il fait une tâche, donc il run des tests end-to-end. Si on veut s'amuser en attendant, hop, le test end-to-end, bon bah là c'est du test café, peu importe, c'était le plus facile à implémenter sans réfléchir. En gros, c'est un truc qui démarre un Chrome, qui se connecte à l'application et qui crée des machins. Pouf, il crée une to-do, il clique sur le bouton create. Ensuite, bon, ok, il a dit j'ai bien créé une to-do. Et quand je clique sur done to-do, je sais bien marquer ma to-do done ensemble. Donc mes différentes parties de mon application, si maintenant on sait pas, on a deux équipes qui se spécialisent un peu, voilà, je vérifie qu'elles marchent bien ensemble. Donc là, voilà, il est en train de faire ses tests, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, il m'a dit, bon, ton appli a le bon titre, elle peut créer une to-do, et elle peut marquer la to-do comme done. Donc, à moi, ça m'a l'air que ça marche plutôt pas mal. Ok, mais maintenant que j'ai fait toute cette intégration, yes. Maintenant que j'ai fait toute cette intégration, je peux en faire quelque chose. Je peux, par exemple, ma team elle est encore petite, on travaille tous ensemble, et on veut avoir un déploiement. Et du coup, je peux dire, une fois que les tests end-to-end sont passés, je vais déployer quelque part. Et donc, je vais rajouter une nouvelle version, un nouveau job dans le pipeline, qui va s'appeler release. Je vais le lancer, hop. Et donc, le job release, il a un certain nombre de choses. Il va faire des get. Alors, aggregate, c'est un truc dont je ne vous ai pas parlé, pour faire des étapes en parallèle, qu'on l'a considéré comme une seule. Parce que quand je télécharge mes machins, j'ai pas besoin de les prendre séquentiellement. Je peux tout prendre, s'il y en a un qui fail, tout fail, mais c'est pas grave. Et en fait, vous voyez, celui-là, il chope le front-end bucket, la ressource qui a été produite par celui-ci. Et il dit uniquement quand elle a été validée par le job end-to-end. Donc, en fait, le front-end ici, il me crée une ressource. Lui, il fait un truc, et quand il dit j'ai réussi, il valide la ressource et il la donne à des trucs subséquents de mon pipeline. Pareil, il va faire le back-end, il va choper les deux artefacts, donc il va me choper le zip de mon front-end, il va me choper le jar de mon back-end, il va faire un package magique, et pour ça, en fait, il va utiliser un truc qui s'appelle release version. Release version, c'est une ressource semver. En gros, il va me faire du versionnement sémantique sur mon truc, et en gros, il va incrémenter ma version de patch. À chaque fois qu'il fait un truc, il dit ok, c'était la 1.0.0, je te fais la 1.0.1, etc., etc. Et la façon dont il fait ce truc-là, c'est qu'il stocke un fichier dans S3 et puis il incrémente les versions avec ce fichier-là. Et à la fin, il fait un publish. Et donc en fait, il va me
publier le truc vers Cloud Foundry. Il va me publier un gros artefact avec les deux dedans. Je vais faire un gros zip et je vais lui mettre une version. Et il va incrémenter le numéro de version pour que la prochaine fois qu'il tourne, ça soit plus la 1.0.0, ça soit la 1.0.1. Et du coup, il m'a fait tous ces steps-là. Et du coup, il m'a publié mon appli sur local.mctf.io. Et donc ça, c'est ce qui tourne sur mon Cloud Foundry local. C'est pas mon appli, que je lance en local. Ça tourne sur Cloud Foundry, sur ma super plateforme, sur Amazon, sur GCP, sur ce que je veux. Et il m'a fait ici une grosse archive avec tout dedans. Et ça, c'est vachement bien si je veux faire un truc où en gros je fais tout converger, je fais un gros fan-in, je fais converger, et j'ai l'historique de tout ce qui a été buildé. Quand je veux revenir en arrière, j'ai qu'à reprendre la version d'avant et la republier. Donc par exemple, un truc classique qu'on peut faire avec Concours, c'est faire un job supplémentaire qui prend une release, en fait, qui la déploie sur un environnement de recettes. Et quand ça a été mis à jour, il y a un autre job qui regarde un truc externe, par exemple un fichier, dans lequel tu lui dis, sur la prod, tu mets la version 1.0.12. Et il dit, ok, 1.0.12, je te prends la 1.0.12 et je te la publie en prod. Si ça pète, je vais changer mon fichier, je le commit dans mon Git, et il me dit, ah non, la prod c'est 1.0.11 maintenant. Il reprend la 1.0.11, il la met. Donc ça, c'est un truc très, voilà, on est tous ensemble, on partage le code, on veut intégrer les choses et avoir des déploiements dans lesquels on a confiance, qu'on peut refaire, etc. Maintenant, si nos 15 millions de dollars nous permettent de faire un super produit avec une scale à la taille de Netflix, on peut faire des patterns un peu différents. Je vais l'appliquer comme ça, on va voir. Hop. Un pattern plutôt fan-out. En fait, voilà, j'ai des trucs qui vont rentrer, je vais avoir des tests d'intégration, et après, chacun des jobs va être, chacun des artefacts va être mis en prod de manière découplée. C'est-à-dire qu'on aura vraiment deux équipes, ils sont sur un site à San Francisco et l'autre à New York, donc du coup, s'ils ne déploient pas les trucs ensemble et tout, c'est pas ma responsabilité en tant que développeur front-end de déployer le back-end. Donc bon, ça va nous forcer à faire des trucs un peu plus compliqués, faire des versionnements d'API, etc. Mais on peut déployer de manière un peu découplée. Et si on regarde ce que ça fait, ça, je vais mettre à jour mon front-end. Alors là, on a levé 15 millions de dollars, on a une équipe de 50 personnes. Du coup, on peut être assez d'accord que c'est plus une family-friendly app. Ça sera une enterprise-ready app. C'est un vrai truc, ça. Et du coup, je vais rajouter mon truc. J'ai fait mon petit changement. Excellent. Enterprise ify the app. Ok. Je push mon changement sur mon repo chez moi là. Et on va voir comment Concourse va détecter les trucs qui changent et va faire les builds. En attendant que ça tourne, ça va prendre peut-être 2 minutes, 3 minutes. Est-ce que vous avez quelques petites questions? Et après, moi, je suis fini. J'ai juste une question très rapide. J'imagine que le backend repo, il change. Backend, il détecte, il rebuild, et ça fait toute la chaîne. En fait. Exactement. C'est là j'ai changé le front. Donc là, c'est le front-end qui change. On va pouvoir se faire hypnotiser. Donc le front-end, il fait les tests. Il me dit OK, ça passe. Il va déployer sur Cloud Foundry. Il va mettre un truc dans le bucket. Le end-to-end, il va dire, ah bah ouais, il y a une nouvelle version qui est presque prête à être mise en prod qui a été faite, je vais la tester avec mon back-end actuel. Et donc il va faire son test, puis on peut le laisser, machin, il publie, tout ça, Cloud Foundry. Et lui, il va démarrer après. D'autres questions? Ah. J'avais une question, c'est est-ce qu'il y a une vue dans Concours pour voir que, par exemple, mon dernier commit, il a été exécuté là, par exemple, sur front-end, mais pas encore sur end-to-end et deploy back-end. Alors, c'est par ressource. Donc, en fait, tu vois, par exemple, cette ressource, tu peux dire le front-end repo, voilà toutes les versions que Concours connaît, et il a des inputs et des outputs. Ce commit a été utilisé en input de front-end, et il a été servi en output de front-end. Personne ne s'en est servi, mais bon, c'est comme ça. Et par exemple, là, le front-end bucket, là, on peut voir, ça a été celle-ci, la première, voilà. Ça a été utilisé ça a été utilisé en input de tous ces jobs et utilisé en output de tous ces jobs. Donc je peux voir tous les builds et après je peux recliquer dessus et dire, tac, c'est tel build, donc c'est le build numéro 1 et pas le build numéro 2. Il n'y a pas en fait
n'y a pas la vue d'ensemble Il a fait, lui. qui permet de savoir que, par exemple, les 2 derniers commits, ils n'ont pas encore atteint la prod, par exemple. Non, ça serait à moi de le faire custom, ça, si je voulais le faire. Je peux lui passer tous les trucs. Je peux lui dire, bon, alors quand il y a un truc qui change et tout, il fait ou pas, oui. Enfin, pas encore. En vrai, c'est pas une question innocente, c'est que je l'ai utilisé pendant 1 an chez le client. Ouais. Et c'est un des gros drawbacks, je trouve. Après, il y a une grosse question aussi, tu vois, là-dessus, par exemple, mon commit qui a atteint la prod, ça veut dire quoi? Là, mon back-end, peut-être que mon commit, là, lui, il a touché que le front-end, mais du coup, pas le back-end. Donc, quelle version de c'est? En fait, le problème, c'est que par exemple, si à la fin, sur le deploy prod, tu as un approval qui est manuel, un trigger, Ouais. le problème, c'est que visuellement, là, Ouais. c'est vert, parce que la dernière fois que ça a été exécuté, le deploy sur la prod, Mhm. ça a marché. Tout à fait. Par contre, tu n'as pas la vue qui te dit, il y a 4 commits qui ont passé la dernière étape avant le deploy prod, Mhm. et du coup, tu pourrais redéployer. Ouais, c'est ça. Tu aurais besoin de passer les trucs. Alors nous, on l'a déjà fait, hein, quand même, le déploiement manuel en ayant un fichier. On avait un Git avec les versions, comme ça, tu voyais quand est-ce que tu déployais. Tu éditais un version prod.txt et il démarrait ton. En gros, il y avait un job qui regardait cette version prod et qui allait matcher des trucs. Et on a fait du tooling autour. Par contre, c'est pas du tout out of the box. C'est toi qui vas faire ta tambouille là-dessus. Alors, je sais pas si je l'ai là-dessus. Un truc rigolo. Donc, c'est un produit qui évolue beaucoup pour le meilleur et pour le pire. Donc, si on regarde le truc que je vous ai montré tout à l'heure, là, en fait, ils ont là, ils font des trucs machin. Donc, leur pipeline Inferno, maintenant, ils ont des trucs pour les montrer de manière un peu condensée. En fait, ils font des tests avec les utilisateurs, avec les gens qui utilisent ça chez eux, et ils se rendent compte que des représentations visuelles comme ça, plus petites, leur permettent de voir plusieurs pipelines à la fois, et donc savoir mieux ce qui explose, etc., etc. D'autres questions? Sinon, on passe à la suite. Parfait. Vincent?